l'œuvre continue. J'ai été particulièrement frappé par des images que j'ai publiées sur ma page Facebook. Vous les verrez plus tard, si vous revenez sur ma page Facebook. Les images du roi d'Espagne, les images du roi d'Espagne, les images du roi d'Espagne et du Premier ministre d'Espagne, les images du roi d'Espagne et du Premier ministre d'Espagne, huées et conspuées par la population. Des images du roi d'Espagne et du Premier ministre d'Espagne, huées et conspuées par la population. C'est tout simplement incroyable. Alors, je vais les mettre ici. Je vais les mettre ici pour pouvoir vous dire comment je perçois ce que j'ai vu là. Alors, la scène est toute simple. Le roi d'Espagne, il s'appelle Philippe VI. Et il va dans la région de Valence, en Espagne, une région qui a été frappée par des inondations. Il est en compagnie du Premier ministre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les habitants, littéralement, se ruent sur le roi, contre le roi, balancent des projectiles, le couvrent d'insultes, le couvre de menaces, allant même à la limite jusqu'à menacer sa sécurité physique. Heureusement qu'il bénéficie d'une bonne escorte, d'une bonne protection. Et quel est le motif? C'est que l'Espagne vient de perdre plus de 210 personnes ont perdu la vie dans les inondations terribles qui ont frappé l'Espagne. Et la population accuse les autorités centrales et régionales de ne pas avoir su prévenir l'ampleur de la catastrophe et de n'avoir pas su prévenir la population afin que celle-ci prenne des précautions un peu plus tôt et qu'elle ne soit pas surprise par les intempéries. Alors voilà la scène toute simple. Le roi d'Espagne, Felipe, et le Premier ministre espagnol, pourchassés par la population, hués par la population, maudits par la population, littéralement frappés par la population, au motif qu'ils n'ont pas fait leur travail. Pour le philosophe, pour l'intellectuel politique africain que je suis, c'est une image qui m'amène à me poser la question de savoir, mais dans combien de nos pays africains, des dirigeants négligents sont mis au quotidien face à leurs responsabilités? Dans combien de nos pays africains, nos peuples ont encore la force, le courage, la capacité et les structures nécessaires pour rendre les dirigeants responsables des négligences coupables dont souffre la population? Je voudrais me remémorer ici, par exemple, de ce qui s'est passé au Cameroun, mon pays natal. Il y a plusieurs années, le mauvais entretien de la voie ferrée a rendu possible au Cameroun un accident de train épouvantable. Alors même que le système ferroviaire camerounais avait été privatisé au bénéfice de la multinationale française Bolloré, on a assisté à une catastrophe immense, avec tout un train tombé dans un ravin emportant plus de 300 personnes, dont certaines dont on n'a jamais retrouvé les corps, en raison de la profondeur du ravin et de la limite des moyens de secours de l'État du Cameroun. Bon. Des Camerounais meurent par centaines. Celui qui fait office de président de la République du Cameroun ne vient même pas sur les lieux de l'accident. Il ne va même pas dans les familles des disparus. Il ne consacre ni au lieu de l'accident, ni aux familles des disparus, ni à tous ceux qui ont subi cette catastrophe la moindre véritable indemnisation. Il ne reconstitue aucune responsabilité sur ce qui est arrivé à son peuple. Au point qu'à ce jour, que ce soit l'entreprise Bolloré, que ce soit les responsables de la régie des chemins de fer du Cameroun, que ce soit
les partenaires techniques qui étaient supposés être garantes de la qualité du transport ferroviaire, jusqu'à ce jour, ceux qui sont responsables de la tragédie de Boumiébel, ceux qui sont responsables de la disparition de plus de 300 personnes dans cet épouvantable accident de train, eh bien, ils se la coulent tranquillement et doucement dans leur demeure. J'ai regardé la réaction des Espagnols au passage de leur roi, au passage de leur premier ministre. Et je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce qui manque chez nous, au Cameroun et en Afrique, dans des situations comparables? Où est passée notre capacité d'indignation? Alors, voici mes remarques. Premièrement, les Espagnols peuvent huer leur roi. Ils peuvent huer leur premier ministre. Mais parce que leur roi et leur premier ministre se présentent encore devant eux et acceptent d'assumer la responsabilité de ce qui ne marche pas. Ça, c'est la première raison. En Afrique, dans la plupart des pays qui sont aujourd'hui en retard, nous avons des dirigeants qui ne sont pas responsables devant leur peuple. Ils ne se sentent pas responsables devant leur peuple. Des dirigeants qui ne sont pas dans ce que les Britanniques, dans l'anglais, appellent accountable. Ils n'ont pas d'accountability. Ils ne se sentent aucune redevance par rapport à ce peuple. Vous voyez un monsieur comme Biya, qui tape facilement 50 jours hors du pays, sans rendre de compte à personne. Mais précisément parce qu'ils considèrent qu'ils ne doivent pas le pouvoir, ces dirigeants-là. Ils ne doivent pas le pouvoir à leur peuple. Ne devant pas le pouvoir à leur peuple, les malheurs de leur peuple ne les concernent pas. Les seuls malheurs qui les concernent, eux, les dirigeants africains de pays comme le Cameroun aujourd'hui, ce sont les malheurs qui pourraient menacer leur pouvoir à eux. Mais tout autre malheur, qui n'a pour conséquence que des dommages pour des tierces personnes, à la limite, c'est un malheur spectaculaire, c'est un malheur spéculaire, c'est un malheur contemplable. C'est un malheur qui se déroule à distance, comme un dessin animé, regardé par un enfant à peine réveillé le matin. Ils regardent leur peuple comme un enfant à peine réveillé le matin regarde les dessins animés à la télé. Donc, l'absence de redevabilité, l'absence de responsabilité devant le peuple. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les peuples ont perdu, dans plusieurs pays africains, comme le Cameroun, ils ont perdu la capacité d'entrer en contact avec les dirigeants. De les rencontrer pour leur dire leurs faits. Pour quelle raison? Mais parce que ce sont des dirigeants qui règnent par la violence, par la terreur absolue. Les peuples savent que la rencontre du dirigeant est potentiellement un risque mortel. Que la contestation frontale du dirigeant est un acte suicidaire. Parce que je vois des Espagnols, au passage d'un roi d'Espagne et d'un premier ministre, qui lancent des œufs, qui balancent des colibets, qui disent toute leur colère. Je vois dans l'attitude des Espagnols la confiance de gens qui savent que leur armée ne va pas leur tirer dessus. Alors que les peuples africains, des dictatures, eh bien, extrêmement obscures comme celle du Cameroun, ils savent que la confrontation physique avec le dictateur est le face-à-face avec la mort violente. Que le dictateur n'éprouverait aucun scrupule à ce que la soldatesque qui l'accompagne arrose de balles ceux qui, frontalement, peuvent le contester. Et ça, c'est la deuxième raison. Les peuples africains sont tenus en respect par les dictatures, par une violence, d'abord permanente, et une violence structurelle, qui est telle que la possibilité même de la rencontre contestatoire n'est pas possible. Les dictateurs organisent sur un mode artificiel et superficiel leur rencontre avec leur peuple. Ils font masser des populations choisies et triées d'avance. Ils font masser des danseurs à qui on a donné, comme le disait feu le président Ahmed Konan Bédié, on leur a donné de l'huile, des petits billets de 2000, de 500, des chiffons, des t-shirts à la va-vite et de la bière et du vin et des alcools frelatés. On leur a donné toutes ces choses rapides et expédientes et on les a groupés
avec un message qu'il aurait mis à la bouche et qu'il leur ait demandé de répéter frénétiquement. Donc, en fait, les dictateurs africains ne rencontrent pas les peuples africains. Ils fabriquent des foules artificielles. Ces foules qui, en fait, sont constituées de leurs militants ou de personnes qui ont été corrompues pour la circonstance, ces foules ne représentent pas le peuple. La véritable foule, dans un pays, c'est le peuple qui spontanément se constitue comme masse pour venir à la rencontre du dirigeant. Vous verrez bien la différence entre l'accueil réservé aux dictateurs et l'accueil réservé aux leaders populaires. L'accueil réservé aux leaders populaires est certes sécurisé du mieux qu'ils peuvent. Ceux qui marchent aux côtés du président Assimi Goïta, aux côtés du président Tchani ou du président Traoré veillent à leur sécurité, mais ils ne choisissent pas. Ceux qui sortent pour les applaudir, ils ne les choisissent pas. Analysez les images du retour du dictateur camerounais à Yaoundé et analysez les images d'une sortie, d'un retour du président Tchani, analysez. Et là, vous voyez très bien qu'en fait, le dictateur africain n'a plus de contact avec le peuple. Il n'a même plus le contact avec la foule. Vous voyez, le peuple rassemblé spontanément en masse. Le dictateur africain n'a pas ce contact. Le seul contact qu'il tolère, c'est un contact avec un peuple artificiel, un peuple fabriqué par les services de propagande du régime, un peuple préparé, un peuple tamtamisé, un peuple choisi, filtré, un non-peuple. Et ces individus que vous voyez, qui crient Paul Biya, non, ils ne représentent que la plus infime minorité de la population du pays. La véritable population du pays, elle sait que si elle sort, elle va dire des choses très graves au tyran et qu'elle va risquer sa vie face au tyran. C'est la deuxième chose qui m'a frappé. Il y a encore plus d'irresponsables à la tête de plusieurs de nos pays en Afrique, notamment dans les dictatures, qu'il n'y en a en Espagne. Mais le peuple espagnol est capable de cracher sa colère au roi d'Espagne, de cracher sa colère au Premier ministre d'Espagne. Parce que le roi d'Espagne et le Premier ministre d'Espagne savent qu'ils ne peuvent rien être sans ce peuple. Maintenant, il y a un troisième point assez intéressant. C'est de constater que face aux catastrophes naturelles, il y a une vérité qui s'impose. Il n'y a aucune puissance qui soit aujourd'hui capable de prévoir à 100%, de prévenir et de protéger à 100% sa population contre les catastrophes naturelles. C'est le troisième enseignement que je tire de cette affaire. Alors, les Espagnols reprochent à leur gouvernement de ne les avoir pas suffisamment prévenus. Mais je peux vous dire que par rapport aux dictatures d'Afrique, et notamment d'Afrique francophone que je connais, le gouvernement espagnol a fait preuve d'une prévention qui, pour le citoyen même d'Afrique, eh bien francophone, serait déjà considérée comme extraordinairement avancée. Mais il n'y a aujourd'hui sur la Terre aucun gouvernement qui soit capable de protéger complètement sa population contre les catastrophes naturelles. Pourquoi? Parce que dans les catastrophes naturelles, il y a désormais un X. Un X qu'on avait oublié. Le X de la surpuissance de la nature. La nature reprend pratiquement son statut de créature de Dieu. La nature reprend son statut littéralement de puissance potentiellement démoniaque, pas seulement angélique. Partout sur la terre, la nature est en train de ridiculiser la culture. La nature est en train de ridiculiser la civilisation, partout sur la terre. Et je voudrais vous appeler à constater cela. Tout se passe comme si la planète est en train de nous faire payer une facture des désastres que nous avons causés. Car comme vous le savez, une bonne part des phénomènes climatiques actuels sont aggravés par l'action de l'homme. L'action de l'homme par l'érosion des côtes, l'érosion des sols, l'action de l'homme par la pollution atmosphérique, l'action de l'homme par la dévastation de la biodiversité, la destruction de la végétation. Par exemple, nous sommes en train de détruire les deux grands poumons verts de la planète Terre, que sont la forêt d'Afrique équatoriale
et la grande forêt amazonienne. Nous sommes en train de les détruire. Donc nous sommes en train de déshabiller végétalement la Terre. Tout se passe comme si partout, sur tous les continents, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, la planète nous adressait une facture. C'est comme si la planète commence à se comporter envers nous comme une personne. Quasiment comme une personne. Dans la tradition matérialiste scientifique, la nature est considérée comme une réalité impersonnelle. Elle est considérée comme une simple chose. Mais ce que nous sommes en train de voir à travers le nouveau cycle des catastrophes, c'est une rupture même de l'attitude de la nature envers l'humanité. On se rend compte que la nature se comporte. On se rend compte que la nature est intelligente. On se rend compte que la nature possède comme un esprit. On se rend compte que la nature pense. Et je voudrais inviter les Africaines et les Africains à intégrer le fait que nous devons réapprendre quelque chose que nous avons perdu du fait précisément du triomphe du matérialisme. Nous avons perdu l'oreille de la nature, l'écoute de la nature. Il faut absolument que nous réapprenions de génération en génération à être à l'écoute de la nature. Pas simplement la nature au sens de la planète Terre, mais la nature au sens du cosmos infini. Nous avons un rapport très utilitaire à la nature, c'est-à-dire que nous nous intéressons essentiellement à ce que nous pouvons prendre dans la nature. Là, du bois, là, de l'uranium, là, du pétrole, là, du fer, là, du manganèse, là, du gaz. Nous avons ce rapport à la nature, nous nous comportons avec la nature comme si c'était simplement un frigo. Le problème, c'est que nous sommes nous-mêmes issus de cette nature. Nous sommes comme la nature des créatures. Nous sommes des créatures de l'intelligence suprême qui gouverne à toutes les galaxies. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous perdons la capacité d'écoute de la nature? Eh bien, justement, les phénomènes naturels recommencent à nous surprendre comme jamais ils ne nous ont surpris. Il y avait une espèce d'accalmie, une espèce de croyance que le progrès de la science et la technique nous mettait à l'abri des surprises de la nature. René Descartes dit que la science et la technique doivent nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Une espèce d'orgueil luciférien de la raison s'était emparé de l'homme sûr de lui-même, maître de la terre, maître de la lune, maître du système solaire, voyageur intersidéral. La nature est en train de nous infliger une rupture. Et de nous dire, en fait, vous n'êtes pas les propriétaires de la terre, vous n'êtes que des locataires. Et je pourrais à tout moment vous balayer. Il y a un très beau film d'Alfred Hitchcock qui s'intitule Les oiseaux. Le film se déroule dans la ville californienne de Bodega Bay. Dans cette ville, une jeune femme qui est partie de San Francisco avec deux petits oiseaux qu'on appelle des inséparables, vient les offrir à la petite sœur d'un homme qu'elle veut séduire et qui veut la séduire. Et quand elle vient offrir ces petits oiseaux en cadeau d'anniversaire, en traversant la baie de San Francisco pour arriver dans la maison où elle veut déposer la cage des deux oiseaux, en traversant, elle est attaquée par une mouette qui lui perfore le crâne d'un coup de bec. L'homme à qui elle venait faire cette surprise amoureuse va voler à son secours, va la soigner et va même l'héberger à un moment donné chez une de ses amies. Seulement, pendant qu'elle s'installe dans cette ville de Bodega Bay, les oiseaux se mettent à attaquer plusieurs personnes. Et finalement, un jour, c'est tout un essaim d'oiseaux qui attaque toute la ville, provoquant même des accidents, des incendies, des catastrophes, et obligeant les habitants de la ville à commencer à se barrer, à abandonner ces lieux. Alors, la question qui est posée est la suivante, mais pourquoi les oiseaux s'attaquent-ils aux habitants de Bodega Bay? Pourquoi y a-t-il des bodegas à Bodega Bay? Alors, il y a plusieurs hypothèses qui sont faites par les personnages du film. Il y a un poivreau qui dit que c'est la fin du monde.
et que c'est la punition des dieux. Il y a un autre qui vient dire que non, les oiseaux le font peut-être parce qu'ils ont faim. Un autre dit que les oiseaux doivent en fait peut-être avoir une maladie mentale. Ils ont perdu la tête et ça fait qu'ils se mettent à s'attaquer aux hommes alors que ce n'est pas leur habitude. En réalité, l'hypothèse la plus plausible, elle vient même du nom de la ville. La ville s'appelle Bodega Bay. Bay en anglais, ça veut dire une baie. Qu'est-ce que c'est qu'une baie? C'est une bordure côtière dans laquelle les oiseaux ont l'habitude de venir nicher pour se reproduire, se reposer avant de continuer leur migration. Donc sur la terre, là, les baies ne sont pas là par hasard. Elles sont là pour faciliter la reproduction des oiseaux, la reproduction des tortues. Il y a un certain nombre d'animaux qui ne peuvent vivre que si les baies sont préservées. Donc, on sait finalement, en étudiant bien le film de Hitchcock, Les Oiseaux, que les oiseaux s'attaquent aux habitants de Bodega Bay parce qu'ils veulent reprendre, en fait, leur logement naturel. Ils ont été délogés par ceux qui ont construit la ville. D'où on doit savoir que ceux qui ont construit la ville n'ont donc pas bien écouté la nature. S'ils avaient bien écouté la nature, ils auraient compris que construire une ville à cet endroit-là, c'est entrer en conflit direct avec les oiseaux, avec un cycle légitime de la nature, et qu'en la construisant probablement ailleurs, ils n'auraient pas obtenu une telle hostilité. Hitchcock, à travers ce film, nous donne une belle leçon de vie. Si nous n'écoutons pas la nature, elle va se rappeler à nous de manière catastrophique. Elle va se rappeler à nous d'une manière absolument imprévisible. Et c'est le quatrième enseignement que je voulais tirer. Nous, Africains de civilisation, avons une chance inouïe. C'est que nous venons d'une civilisation qui privilégie énormément l'écoute de la nature. Non pas une relation aveugle, mais une relation pieuse à la nature. Une relation sacrée à la nature. Une relation de respect. Puisque la nature, nous le savons très bien, est une compagne que l'être suprême a mise à nos côtés, non pas pour qu'elle soit à notre service, mais pour que nous nous en servions dans le respect des principes. L'animisme africain est une philosophie profonde de la nature. On doit révisiter cette idée selon laquelle nous ne devons pas nous comporter envers la nature comme si elle n'était qu'une simple chose. Nous devons la considérer comme un don, mais un don dont nous avons simplement l'usufruit, dont nous devons faire l'usage le plus parcimonieux afin de le transmettre dans les meilleures conditions que celles dans lesquelles nous l'avons reçu. Voilà les méditations qui m'ont été inspirées par la contemplation des scènes d'Espagne. Tout en marquant ma compassion envers les populations espagnoles frappées par les inondations, j'ai été frappé par le fait que les autorités espagnoles, pour lesquelles je n'ai personnellement aucune admiration particulière, mais peu importe, elles ont quand même le courage d'être responsables devant leur peuple. Le roi a pris le risque de se faire huer par les siens, de se faire lyncher par des jets d'œufs par les siens. Le roi a pris le risque d'accepter la honte. Nous avons besoin de dirigeants africains qui aient le courage d'assumer leurs responsabilités. Nous n'avons plus besoin d'une Afrique dirigée par des lâches, des gens qui ne sont responsables de rien devant personne, mais qui profitent de tout dans le dos de tous. Nous ne voulons plus de dictateurs à la tête des pays africains. Des gens qui abandonnent leur peuple à la misère, à la violence, à l'ignorance, à la désespérance, et qui veulent, eux, être considérés. Ces gens-là sont des monstres. Et nous leur disons, à bas ceux qui méprisent leur peuple, à bas ceux qui détestent, eh bien rendre compte de ce qu'ils doivent à leur peuple. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.